de webinaire en webinaire. Voilà le petit questionnaire de Proust que vous commencez, je pense, maintenant à connaître, à revisiter à la sauce Scolavi. Et puis, en lien avec notre thème de ce soir, vous avez 2 items qui sont vraiment en lien avec la question des émotions. Une émotion agréable que je ressens souvent et une activité qui me fait du bien. Donc, tout simplement, je vous invite à partager dans le chat une émotion agréable que vous ressentez souvent et une activité qui vous fait du bien. Et puis, je vois que dans le chat, il y a encore plein d'outils là qui sont partagés, très chouettes. La roue des émotions d'Armella, un autre petit jeu aussi partagé par Sonia. Génial, merci. N'hésitez pas à partager ces richesses. Alors, une émotion agréable que vous ressentez souvent et une activité qui vous fait du bien. Donc, on a comme activité le jardinage, l'émotion, la joie et le yoga. La joie et danser me fait du bien. La joie et activité, apprendre encore sur les CPS. Génial. Émotion agréable, la joie. Activité, le sport. Alors, on a beaucoup de joie et je vous invite, puisqu'on parlait justement de vocabulaire émotionnel, petit défi que je rajoute pour les prochaines participations, d'utiliser une autre émotion que celle de la joie, toujours dans le registre des émotions agréables, mais peut-être pour enrichir notre propre vocabulaire des émotions agréables, utiliser une autre que celle de la joie. Bérangère, le calme intérieur après la méditation. Ouais. La joie est lire, l'amour est faire des puzzles. Yes. Combien de pièces, Sonia? Alors, on a d'autres messages qui arrivent. Le yoga du rire, travailler les CPS, lecture, cuisine, amour, la sérénité et la méditation, l'émerveillement, satisfaction, énergie, détente. 1000 pièces, nous répond Sonia pour le puzzle. Bravo. Ça demande aussi de la patience et de la persévérance. Delphine, sérénité en écoutant mon chat ronronner. Oui, ah, les minous. Ouais, c'est très apaisant ça. Regarder les arbres, la gratitude avec des câlins en famille. À nouveau l'enthousiasme. Ok. Moi, je pense que l'émotion qui revient souvent en ce moment, c'est vraiment celle de la gratitude. Et une activité qui me fait du bien, je dirais mon petit sport hebdomadaire. J'ai la chance de faire du padel, non pas sur l'eau, mais un sport de raquette, et qui me fait beaucoup de bien. Ok. Ah, et je vois que d'autres personnes arrivent en salle d'attente. Anna, je ne sais pas comment te mettre en co-animatrice pour que tu puisses accueillir les personnes en salle d'attente, en fait. Est-ce que Yes. toi, tu sais? Ah, C'est ce que j'ai cherché, mais... Ou alors, je te mets en animatrice, peut-être. oui, tu peux, je pense. Ouais, on Moi, va je faire comme ça. sais, je peux Ah, aider. Oui, Sophie, Excuse-moi. je t'en En prie. fait, il faut que tu peux, je pense, excuse-moi d'interrompre, si tu vas dans les participants Oui, et que tu cliques sur le nom de Anna, oui. et là, tu as un menu déroulant et tu dois avoir la possibilité de nommer co-hôte. Eh ben, je peux nommer que animateur, c'est ça qui est bizarre, et pas co-animateur. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est pas grave, je te nomme animateur, et puis tu peux me donner la main pour la présentation, Anna. On va faire comme ça. Mais merci, Sophie. Ouais, ouais, c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Donc, j'attends juste que Anna me redonne la main sur l'écran, du coup. Je croyais que la gratitude était une force. Ah, intéressant comme question. Oui, la gratitude est à la fois une force, hein, et c'est aussi une émotion. Une émotion assez complexe, puisqu'elle est mêlée de joie, de surprise et d'émerveillement, hein. bon, du Mais coup, c'est vrai que c'est aussi une force. Tout à fait. plein de trucs. Et des couperoniers et des madeleines. Alors, je vous invite à couper le son pour les personnes qui ont leur micro activé.
pour qu'on évite d'entendre peut-être certains partages privés. Alors, je vous invite maintenant à passer un petit peu à la session réponse à vos questions, besoins, partage. Selon ce qui s'est passé pour vous ces derniers temps, ou peut-être même avant, sur vos expérimentations, des tests d'outils, des adaptations d'outils, des difficultés, des questionnements. Bref, voilà, c'est vraiment un espace pour vous qu'on est vraiment heureuse de vous offrir à Scolavi. La parole est à vous. Moi, je suis toute oui. Et puis l'idée, c'est bien sûr qu'on s'entraîne ensemble, hein. Voilà, j'ai certainement pas la science infuse. Et donc, je suis sûre qu'on va aussi s'enrichir tous ensemble. Qui veut bien démarrer pour ce partage? Ben, moi, je veux bien. Oui, Yvette, merci. Alors, donc là, cette année, je me suis autorisée, imposée presque à avoir un rituel tous les matins sur l'accueil des élèves, hein. J'ai donc des CE2 de 9 heures à… Alors, 3/4 d'heure dans ma fameuse salle, parce que j'ai vu avec mes collègues maternels pour avoir un autre espace que l'espace classe, de façon à ritualiser le travail des CPS, de façon à ce que ce soit bien expérimenté, on va dire. Et j'ai donc démarré le début d'année, comme je disais un peu tout à l'heure, avec les émotions. J'ai continué donc sur la découverte, permettre aux élèves de se découvrir leurs forces, leurs talents. Alors, j'ai toujours la même préoccupation et problématique, c'est comment enrichir le vocabulaire des élèves afin de leur permettre d'être au plus près de ce qu'ils sont. Ils ont tendance, comment dire, on est en CE2, ils ont 8-9 ans, ils disent, comme, je pense comme lui. Enfin, vous voyez, ils ont du mal à être eux-mêmes Oui. parce que c'est difficile. Alors, donc, je fais toujours quand même ça. Je continue là en janvier. Alors, j'ai observé quand même vraiment vraiment une disponibilité pour les apprentissages et une avancée dans mon programme de CE2 si je compare aux années précédentes où je ritualisais pas ce temps-là. Donc ça, pour ça, c'est super. Maintenant, ma question, elle est, donc j'ai fait ça. Comment je pourrais évoluer voilà, par rapport à ce vocabulaire aussi. C'est-à-dire que là, il faut que je croise avec des séances, je pense, de vocabulaire en français. Et je me suis posé la question, là, donc sur cette semaine et demie de reprise, comment je fais évoluer tout ça, quoi. Je me suis dit, là, c'est super bien, mais j'ai l'impression, là, que je me dis, mais comment je continue? Puisque j'ai toujours le créneau du matin, vous voyez, donc mon besoin serait, qu'est-ce qui serait judicieux de faire pour continuer sur cette thématique des CPS qui enrichirait finalement tout aussi bien mes élèves que moi-même. Vous voyez, j'ai l'impression là qu'à un moment, je stagne. Ouais. Vous voyez mon… Oui. Alors, voilà, j'ai l'impression d'avoir super bien géré avec des retombées vraiment positives et très agréables pour tout le monde. Et maintenant, je me dis, mais quel apport je pourrais apporter pour continuer, voilà, voilà, l'appropriation, enfin, comment dire, les CPS. D'accord. Merci Yvette pour ce partage. Peut-être deux choses enfin une chose en tout cas, avant de répondre à votre question, et puis peut-être que les personnes ici présentes pourront aussi évidemment apporter des idées et des éléments de réponse. La première, c'est un grand merci parce que vous avez apporté le témoignage que j'entends souvent et que je répète souvent en formation. Par rapport au fait que, oui, quelque part, agir au développement des CPS, ça peut, en fonction de comment on l'intègre dans nos gestes professionnels ou dans les activités qu'on fait en classe avec les élèves, demander d'investir un certain temps. En tout cas, dans votre cas, à vous, Yvette, vous avez fait le choix d'investir 3/4 d'heure chaque matin avec votre classe. Donc déjà, bravo, bravo pour ça. Et ce que je trouve hyper intéressant dans votre témoignage, c'est rapidement d'avoir finalement vu que ce temps investi, c'était du temps de gagner sur les apprentissages
que vos élèves font au cours de l'année. Et merci pour ça, parce qu'encore une fois, c'est tellement des retours qu'on entend souvent. Et en même temps, c'est aussi des réticences que moi j'observe dans les formations. Mais on n'a pas le temps, mais c'est quelque chose en plus, mais il faut investir du temps, de l'énergie que j'ai pas, etc. Donc c'est vrai que nous, on est plutôt dans l'optique de pouvoir promouvoir les rituels, ou en tout cas d'utiliser ce que vous faites déjà, sans que ce soit quelque chose qu'on ajoute, mais vraiment d'incarner tout ça à vos pratiques professionnelles, en modifiant peut-être quelques éléments qui permettent d'être davantage au service des CPS. Mais que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière, on gagne du temps sur les apprentissages. Ça permet d'avoir un meilleur climat de classe. Ça permet d'avoir moins de comportements inappropriés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Il y en aura toujours. Mais en tout cas, il y en aura beaucoup moins. Ce qui permet du coup de gagner du temps, effectivement, de qualité pour l'engagement des élèves dans les apprentissages. Donc, merci pour ça. Après, Yvette, sur votre deuxième question, et n'hésitez pas les uns les autres à intervenir en levant la main par le chat ou en vous exprimant, hein, mais moi, ce qui me vient en vous écoutant, Yvette, c'est ça m'est difficile de répondre parce que je crois que le mieux, c'est en fonction des besoins que vous ressentez par rapport à la classe. Si un moment... et là, je trouve intéressant de se replonger dans la fameuse boussole des CPS. Alors, je ne sais pas si je l'ai là. Je prends juste un petit temps pour m'assurer que j'ai la diapo, mais sinon, je vous la retrouverai rapidement. Non, je ne l'ai pas forcément là, mais c'est pas grave. Je vais aller la chercher. Hop, sur le site. Parce que pour moi, en tout cas, c'est un outil personnellement sur lequel je reviens assez régulièrement. Alors, hop, là, voilà. Je vais vous l'afficher. Hop. OK. Ici. Voilà. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent cette boussole des compétences psychosociales. Et je trouve ça intéressant d'y revenir régulièrement. Et en lien avec ce que vous partagez, là, Yvette, de se dire, par rapport à ce que je vis aujourd'hui avec les élèves en classe, par rapport aussi aux défis que mes élèves peuvent vivre, et moi aussi, quelle serait la compétence finalement qui serait la plus utile par rapport à ce qui se vit dans ma classe aujourd'hui? Je voyais dans le chat, j'ai pas tout lu et je m'en excuse. Anna, n'hésite pas à me dire s'il y a aussi des questions auxquelles répondre après. Mais il me semble avoir vu passer une question par rapport à la gestion du stress. Donc, j'imagine que c'est un enjeu aujourd'hui que cette personne, elle vit avec sa classe. Et donc, il y a des demandes d'outils et de ressources par rapport à la gestion du stress. Mais du coup, là, Yvette, en ce début d'année, comme ça, quelles seraient en tout cas là où les compétences qui vous sembleraient intéressantes par rapport aux besoins de vos élèves et de vous, en regardant cette boussole? Eh bien, il y a quand même, on sait, toujours des conflits malgré que l'on fasse ça. Alors, est-ce que ce serait finalement dans le cognitif, je ne sais pas, prendre des décisions constructives par rapport à ces conflits récurrents qui tournent? J'ai une dominante de filles dans ma classe. On a beau dire, ça fait 2 ans que j'avais une dominante de garçons. Les problèmes sont très vite réglés. Enfin, on ne va pas genrer, mais on est d'accord que les gars, ils ne vont pas... voilà, tout le monde comprend ce que je veux dire. Donc, peut-être que j'y pensais en même temps que je vous écoutais. Je me dis, ouais, peut-être qu'aller sur le cognitif avec comment je prends des décisions par rapport à des gestions, parce qu'il y aura toujours des conflits, hein. On le sait bien. Est-ce que c'est peut-être ça qui me parle là, comme OK. ça? Ouais. Je sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Oui. Parce que je me posais des questions. C'est vrai que le cognitif, quand on aborde des compétences psychosociales, on voit bien qu'au niveau des écrits, des chercheurs, dans une progression, dans une année, on peut se dire, on commence par quoi? On se dit, certains sont quand même par dire, on commence par le cognitif, ensuite on va sur le champ de l'émotionnel et ensuite le social. Alors moi, je me dis, à un moment dans nos programmes d'éducation nationale, on nous a quand même dit, des petites lignes, puis maintenant là, ça devient très officiel,
Mais on parle des émotions, c'est-à-dire qu'on accueille l'enfant avec ce qu'il est, comment il se sent. Alors, c'est vrai que là, j'ai du mal à me… voilà, je me suis un peu posé la question. C'est pour ça que le cognitif, je l'ai un peu laissé, on va dire. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai démarré par la connaissance de soi. Donc, enfin, les émotions, les talents, qui on est pour travailler ensemble, qui on est pour être dans un climat de confiance dans notre classe, quelle est la petite pierre que chacun apporte pour… Ouais, c'est peut-être vers là que je peux aller, puisque les histoires de filles, finalement, ça a repris là, hier. Je me suis dit, ça ne résout pas tout, mais je sens quand même de l'apaisement et de l'ouverture dans les élèves, je pense, qui me font confiance. Et je pense que ce que ça construit, enfin, pour qu'il y ait tout ça, il faut qu'il y ait une relation de confiance entre nous et nos élèves qu'on accueille comme des personnes avant d'accueillir des élèves. Alors, voilà. Alors, en fait, des fois, je me dis, par quoi vaut mieux commencer? Est-ce que ça correspond à un besoin de nos élèves ou est-ce que c'est nous qui voulons parce qu'on est plus à l'aise? Ou bien est-ce que en matière recherche scientifique, il y a des choses qui sont éprouvées en fait et qui sont Ouais, validées. Vous voyez, on est bien d'accord qu'il y a bien deux approches, enfin plusieurs approches. bien sûr. Et Et voilà. je dirais pas qu'il n'y en a pas forcément une meilleure qu'une autre d'ailleurs, mais après, oui, il y a des recommandations des chercheurs pour commencer par certaines compétences plus que d'autres. Et vous l'avez très bien dit, ils ne sont pas forcément tous d'accord là-dessus. Euh, Moi, mais ça reste mon regard à moi, je crois que le plus important, c'est de pouvoir développer les CPS au service des différents besoins en fonction des situations vécues au quotidien dans la classe ou dans l'école, voire même dans les familles, s'il y a des choses qui vous reviennent et qui sont assez fréquentes ou communes en tout cas à certains élèves par rapport à ce qu'ils vivent à la maison. Et d'écouter finalement son bon sens et son intention en disant, moi, il me semble que ce qui serait le plus utile là maintenant à développer, à travailler, ce serait telle ou telle compétence. Voilà. Moi, mon instinct irait plutôt comme ça. Et puis après, par rapport justement à la question des gestions de conflits, ce qui me vient en vous écoutant, Yvette, c'est de travailler les fameux messages clairs de l'éducation nationale. Et en plus, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez déjà travaillé les émotions avant, parce que c'est compliqué de travailler les messages clairs sans avoir travaillé les émotions. Puisque dans le message clair, on demande à ce que l'élève puisse prononcer comment il se sent. Voilà. Voilà, mais c'est vrai qu'au niveau de l'école, ça se fait ça, au niveau de, enfin, depuis la maternelle. Et que ça aide. Quand ils arrivent en CE2, CM1, CM2, il y a quelque chose en plus à apporter. Enfin, Ouais. voilà, enfin bon, je ne vais pas monopoliser la parole, voilà mon expérience. Je veux laisser la parole à d'autres. Si voilà, les éclairages vont venir, je pense, au fil de Mais merci la beaucoup pour ce rencontre. partage, Yvette. Est-ce que ça répond quand même, ça vous donne Oui, des pistes du coup oui, oui, pour la oui, suite? oui. Ouais, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Il y a Hélène aussi qui voulait intervenir. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Yvette. Voilà, moi aussi, je suis enseignante en maternelle et du coup, pendant le temps de sieste, j'interviens dans la classe des CM1, CM2, donc en demi-groupe, 2 fois par semaine. Et donc, du coup, voilà, on a travaillé les compétences cognitives au premier trimestre, et puis là, on est sur les compétences émotionnelles. Et en fait, mon besoin, je ressentais un peu la même chose qu'Yvette, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne savais plus trop vers où j'allais. Et donc, je pense que ça passe par la construction d'une vraie séquence en amont, en fait, essayer de réfléchir avant de démarrer les compétences émotionnelles. Là, j'ai essayé de construire la séquence avec toutes les séances. Donc, et c'est en ça que je trouve un peu difficile et voilà, j'avais besoin d'en parler ce soir. Et voilà, il faut faire des choix à ce moment-là, lesquels on fait. Et puis, mais au moins, il y a un fil conducteur en fait sur la période. Voilà, et bon, je sens que ça m'aide un peu plus. Mais après, je ne sais pas si j'ai fait les bons choix. Ouais. Alors, en fait, il y a deux choses à avoir en tête avec le développement des compétences psychosociales. Vous le savez, il y a soit les apprentissages dits formels, donc avec effectivement des séquences qui vont travailler des compétences bien particulières, avec des activités, des moments de feedback, etc. Et puis, plutôt l'apprentissage informel.
Les deux ont des effets tout aussi significatifs. Donc, moi, j'ai envie de dire, allez-y avec là où où c'est confortable pour vous, là où vous êtes à l'aise, ce qui est le moins coûteux en énergie, en effort pour vous. Donc, si c'est de pouvoir utiliser des rituels, utiliser des moments que vous faites déjà en utilisant des ressources qui vous permettent de davantage travailler les CPS, bah, c'est déjà ça et c'est très bien comme ça et c'est déjà un beau cadeau que vous offrez à vos élèves. Et puis, si vous vous sentez de faire des séquences un peu plus travaillées, pourquoi pas, bien sûr. Après, on peut toujours s'interroger sur quelle activité faire en premier ou dans quel ordre ou qu'est-ce que je travaille, etc. Je crois qu'il faut vraiment se déculpabiliser par rapport à ça et se dire que quel que soit ce que vous travaillez avec l'élève, dans tous les cas, ce sera utile pour aujourd'hui, pour son futur. Donc, on ne peut pas se tromper, quoi. Je crois qu'on ne peut pas faire d'erreur vraiment à partir du moment où on travaille ces compétences psychosociales-là. L'importance étant de bien avoir en tête que ce sont des activités qui doivent être expérientielles. Ça, c'est hyper important de faire vivre euh, évidemment ces CPS aux élèves et de pouvoir toujours prendre un temps pour accueillir comment ils ont vécu leur expérience. Comment ça s'est passé pour eux? Est-ce que c'était facile ou difficile? En rappelant qu'il n'y a jamais rien à rater, il n'y a jamais rien à réussir. Il y a juste à expérimenter, découvrir, être curieux de ce que ça procure dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur. Voilà, je ne sais pas si ça répond un peu, Hélène, à votre question. Très bien. Ouais, Merci. avec plaisir. D'autres questions, d'autres partages? Anna, j'ai peut-être loupé des choses dans le chat, n'hésite pas à me dire. Il y a eu quelques partages dans le chat sur l'utilisation de la communication positive, le message Ok. Est-ce qu'il y avait des questions auxquelles je pourrais répondre ou on pourrait répondre collectivement? Et sinon, en attendant que Anna éventuellement en repère une ou plusieurs, quels seraient les autres partages que vous auriez autour des CPS de manière un peu globale, dans ce que vous avez déjà expérimenté, peut-être dans les défis que vous rencontrez, des questionnements que vous avez, des éléments qui ne sont pas clairs sur lesquels vous auriez besoin que je revienne. C'est le moment en tout cas de les poser, c'est vraiment un espace pour vous, donc n'hésitez pas. Mhm. Peux peut-être partager Oui, un Sophie. projet. Attends, je ne sais pas si on me voit, mais bon, moi, je ne me vois pas en tout cas. Si, Pas moi je grave. vous vois, je vous vois bien. Alors, d'abord, merci à Scolavi parce que grâce à tous les outils, à tous les conseils, à tous ces webinaires, je peux me perfectionner et puis diffuser dans l'école, diffuser auprès des élèves et des collègues. Donc, pour la Génial. deuxième année, voilà, je propose à l'école un projet, apprendre le bien-être à l'école et la sopropédagogie. Mm. Donc, orienté sur les CPS émotionnels. Alors, l'année dernière, j'avais directement commencé par ce projet. Et suite, effectivement, à tout ce que j'avais pu entendre, cette année, au premier trimestre, j'ai proposé les compétences cognitives. On a travaillé sur les forces, etc. Bon, tout ce qu'on a déjà un peu dit. Et maintenant, les compétences émotionnelles. Alors, quand le petit livret sera prêt, je suis en train de le préparer, je ne sais pas si vous le voyez, je le partagerai, voilà. Donc, j'utilise vraiment beaucoup, beaucoup d'outils de Scolavi. Génial. Je vous décris un petit peu. Donc, l'intention, en fait, c'est d'apprendre à comprendre ses émotions, identifier ses émotions, exprimer de façon positive, gérer ses émotions et réguler son stress au quotidien. Donc, un petit livret sur et donc, 10 séances. Alors, j'interviens aussi dans différentes classes par échange de services, donc au CM1, mais aussi au CM2. Donc, on commence par l'identification des émotions. Alors, je résume avec un petit film sur les émotions. L'utilisation du jeu de famille, de cette famille, de Scolavi, pour justement, je ne sais plus comment elle s'appelle, la dame qui est intervenue, la première, en fait, pour partager
aider à développer le vocabulaire autour Oui, des émotions. Voilà. Mimer les émotions. Voilà. Ensuite, exprimer ses émotions donc de façon adaptée avec les messages jeux et les messages jeux de colère. Alors, vous avez souvent recommandé cet ouvrage-là, mais il est vraiment génial. On trouve mmh, beaucoup de choses dessus. Voilà, je ouais. m'en suis inspirée aussi. Des vidéos comme Le cerveau dans ma main aussi. Mais enfin, tous les outils que vous mettez à disposition. Parallèlement à ces ateliers, on les articule avec des séances de sophrologie, de retour au calme. Toutes ces séances, on les met à disposition sur l'ENT Colibri de l'école, donc tous les élèves et les parents. On peut impliquer les parents aussi Génial. dans le projet. Et puis voilà, donc les élèves ont leur petit... Et puis un outil à la fin, on leur donne, je vous montre quand même, hein, ces outils fantastiques qui sont exposés dans la classe. Avec, voilà. Donc, on a installé un coin bien-être, un espace, on appelait bien-être. Génial, comme Yvette. Pas de coin, mais un espace. Un espace, l'espace bien-être avec la chaise des émotions. Donc, les élèves peuvent aller s'y recueillir. Et là, voilà, ils ont accès à la roue des émotions, la roue des poses attentionnelles, coloriage de mandala, les cartes, etc. Donc, vraiment, dans l'école, il y a une volonté de développer les compétences psychosociales. Et c'est vraiment très bien accueilli par notre IEN, par la direction, par les collègues et les parents. Donc, on a beaucoup Génial, de chance. Sophie. Merci Oui. beaucoup pour ce partage. Vous êtes où, Sophie? À l'école mixte A de Rivière-Salée, c'est en Martinique. Ah oui, parce que je voyais le palmier derrière, puis je vois que vous êtes dehors, en Oui. manche courte. Je me suis dit, oui, c'est Sophie qui est en Martinique. En Martinique, eh ben, on est vraiment, je dirais, à l'écoute de ces développements des compétences. C'est génial. Merci infiniment. Bien. Ça me permet aussi de... Bah voilà, j'ai remis les différentes compétences émotionnelles, justement, que vous citiez très justement avec le déroulé que vous avez mis en place. Donc, identifier, exprimer, comprendre, réguler et utiliser. Et effectivement, hein, l'idée, c'est de pouvoir travailler ces compétences une à la fois. Et tout à l'heure, on parlait de progression et pour le coup, dans les compétences émotionnelles, s'il y a bien en tout cas une progression à avoir, c'est vraiment de se focaliser en premier sur la capacité à identifier ses émotions pour ensuite pouvoir les exprimer. Mais on peut difficilement exprimer une émotion à partir du moment, évidemment, où on n'a pas identifié qu'on a une émotion qui nous traverse, hein. Donc c'est vrai que cette question d'identification, elle est hyper importante et elle passe par le fait de savoir à quel endroit de mon corps, hein, je vais ressentir telle ou telle émotion. Je ne l'ai pas là, mais il y avait une étude notamment qui avait été faite dans différents pays, donc la Finlande, le Danemark et Taïwan. C'est d'ailleurs une étude qui continue encore et qui avait essayé de repérer les endroits du corps où on ressent les émotions les plus communes, dont notamment les émotions primaires de Paul Ekman. Et malgré les différences de pays et de culture, eh bien, la recherche elle a mis en avant que on ressent les émotions au même endroit. Donc la colère, par exemple, c'est très centré sur le haut du corps avec beaucoup de chaleur, les poings en général parfois tendus, serrés, c'est vraiment concentré aussi sur la poitrine, hein, pour la colère. Pour la tristesse, le corps est plutôt froid, mais il y a beaucoup de ressenti quand même de chaleur. On sent qu'il se passe beaucoup de choses au niveau de la poitrine, notamment. Alors que dans un état plutôt dit de dépression, eh bien, tout le corps est froid parce que justement, on se coupe de nos émotions. Euh, donc, plus on va apprendre aux enfants à prendre conscience que les émotions viennent par le corps, plus derrière, ils seront en capacité de pouvoir identifier qu'il y a une émotion qui les traverse, de pouvoir l'accueillir et ensuite de pouvoir l'exprimer. Donc effectivement, l'outil Stop que vous montriez, Sophie, tout à l'heure, est un très bon outil déjà pour amorcer tout ça. Je reviens aussi sur exprimer, en lien avec ce que partageait Yvette tout à l'heure. Parce qu'il y a aussi cet outil qui pourrait peut-être être intéressant, Yvette, sur le vocabulaire émotionnel, avec le petit bac des émotions.
Donc, à chaque émotion, pouvoir attribuer un nom, un adjectif, un verbe, une expression, une manifestation physique. Donc là, vous avez l'exemple avec la tristesse. Et puis, petit défi, petit jeu pour vous. Je vous invite à faire des propositions avec la joie, du coup. Donc, quel serait le nom qu'on pourrait donner à la joie? Ensuite, un adjectif, un verbe, une expression, une manifestation physique. Qu'est-ce que vous pourriez proposer pour alimenter ce petit bac sur l'émotion de joie? Et en attendant que vous partagez dans le chat, voilà, la question, est-ce que les CPS ont davantage travaillé en primaire plutôt que dans le secondaire? En fait, les CPS concernent tous les cycles, donc primaire et secondaire. Il faut savoir que c'est la grande nouvelle des derniers jours qu'une feuille de route est prévue pour revoir le socle commun de connaissances et de compétences pour 2025, avec au cœur de ce socle commun de connaissances et compétences, eh bien, les CPS qui vont être mis au même niveau que les maths et le français. Et donc ça pour tous les cycles. Donc non, ça concerne bien tous les cycles. Et d'ailleurs, au fur et à mesure des retours qu'on avait, nous, du terrain, on a développé d'ailleurs des outils en adaptant à chaque fois chaque outil, ou si ce n'est pas encore le cas, c'est en tout cas en chemin pour l'être, chaque outil à chaque cycle. Donc cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, au-delà, et même en version adulte. Hein. Donc tous les outils, vous les retrouvez adaptés, que ce soit au primaire ou au secondaire, en tout cas pour une grande majorité. Alors, je veux bien intervenir là quand vous dites c'est une très bonne nouvelle, hein, génial. Par contre, on disait bien à un moment, les CPS, c'est quand même pas, c'est transversal, c'est pas forcément une discipline. Alors, vous avez dit là que c'était mis au même titre que le français et les maths. Alors, je ne sais pas comment ils vont le positionner, ou en tout cas comment ça va D'accord. se traduire dans le socle commun de connaissances et compétences, Mhm. mais en tout cas, il y a cette intention de placer les CPS au même titre, Oui, ah c'est-à-dire oui, de manière d'accord. aussi importante que Oui. peut l'être le français ou Ah les ben maths. génial, hein. C'est Oui, une vraie avancée là. c'est une révolution. On peut Ouais. vraiment parler de révolution et Parce de que changement de paradigme. ouais, ça apparaît dans Eduscol maintenant, mais je ne savais pas que ça allait aller encore plus loin. Ouais, ça c'est la bonne nouvelle de la semaine dernière, hein, c'est tout frais. Mhm. Ah, Ça a super. quoi, Ouais, 10 puis jours, hein, bravo, Anna, même pas. Ouais. bravo pour le travail conséquent et ce partage et cette réciprocité. Vraiment, je vous félicite, hein, c'est super. Alors, c'est pas que Scolavi, hein, Oui, 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 mais mais même, il y même a si tout un Scolavi ensemble. contribue en faisant son colibri, mais c'est vraiment le Oui, travail oui, oui, de mais beaucoup de c'est vrai qu'il y a personnes. Ouais. il y a plein d'autres, mais quand même, c'est chouette parce qu'il y a un partage qui est fait depuis quand même un certain temps. Mm. Hein, alors, je tenais quand même à le dire parce que ça nous fait avancer, nous aussi, qui y croyons, tout comme vous. Oui, 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 Hein, on est complètement. bien dans le PPPP, là, le plus petit pas possible, et on y croit. Exactement, exactement. Je partage vraiment votre enthousiasme. Et pendant Ouais. que vous partagez votre enthousiasme, Yvette, il y avait des propositions pour le petit bac, justement. Bonheur, heureux, rire, avoir la banane. Oui, ah, c'est rigolo ça. Avoir la banane, j'adore. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le chat? Bonheur, adjectif heureux, verbe rire ou rayonner, à cœur joie, manifestation physique, le sourire. Ouais, génial. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Merci de vous être prêté au jeu, puis n'hésitez pas à en ajouter d'autres. Mais voilà, évidemment, on peut s'amuser aussi avec les élèves, avec ce petit bac, hein, pour enrichir le vocabulaire, tout en faisant de l'interdisciplinarité avec le français dans ce cas-là. Il y avait d'ailleurs donc un enseignant et formateur académique qui s'appelle Régis Godmer, qui s'était amusé à faire ça avec la joie. Voilà, donc on a d'autres là, manifestations physiques ou expressions, nager dans la joie, être au 7e ciel, être au comble de ses voeux. Voilà, donc vous retrouvez ça dans les ressources de Scolavi ou sur la toile si vous voulez retrouver ces ressources de Régis Godmer.
Par rapport justement aussi à identifier les émotions, qu'est-ce que vous faites déjà, vous, pour aider les élèves à être en capacité de leur apprendre à ressentir une émotion qui les traverse? Qu'est-ce que vous faites, vous, par rapport à ça déjà? Est-ce qu'il y a des activités que vous faites? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de sophrologues aussi parmi nous ce soir. Donc, c'est très en lien, évidemment, aussi avec potentiellement ce que des activités de sophrologie peuvent amener. Donc, je trouve ça intéressant qu'on se pose la question et qu'on les partage là. La marche comptée. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu oralement, Karine, ce que c'est, si vous pouvez prendre la parole directement, n'hésitez pas. Sinon, en attendant, Cécile, reconnexion au corps, qu'est-ce qui se passe concrètement? Ouais. Très enroué. Ah, Karine, ouais, je compatis. Là, on est vraiment dans une période où les microbes sont bien actifs. Oui, Nelly. Non, moi, je veux bien partager un outil que j'utilisais beaucoup en maternelle et qui marchait beaucoup, qui était juste un livre qui a été écrit par une sophrologue et qui est très connu maintenant, c'est Gaston et ses émotions. Donc, Gaston, ben, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que ça peut être utilisé en primaire aussi, hein, même en CP, parce que je l'avais testé avec des CP, ça marche très bien. C'est une petite licorne, en fait, qui à la base a comment dire, une crinière arc-en-ciel quand elle va bien, quand elle est sereine. Et en fait, au fur et à mesure que des émotions différentes traversent Gaston, sa crinière change de couleur et c'est toujours en rapport avec une situation qu'il vit. Et il y a toujours un petit exercice en fait de sophrologie qui est intégré dans le livre que les enfants peuvent effectuer en même temps, qui permet de chasser l'émotion, enfin, inconfortable et de revenir à une émotion plus agréable qui est la sérénité. Enfin, en tout cas, enfin, moi, j'ai beaucoup utilisé cet outil parce qu'il était vraiment très apprécié et très parlant pour les enfants. Voilà. Génial. Eh ben, merci beaucoup pour ce partage. Ouais. Gaston et ses émotions. Ouais, les émotions de Gaston. Et puis, il y en a un autre, et puis après, j'arrête, que je viens de découvrir et que je trouve super. Et ça, peut-être pour des plus grands, justement, bah, peut-être en CE2, ça peut être intéressant. Bah, je pense que vous connaissez certainement le monstre des émotions, qui est assez connu, la couleur des émotions. Et là, elle vient de sortir le deuxième, qui est vraiment super. C'est le docteur des émotions. Et dedans, ce que je trouve très chouette, c'est qu'il y a une boîte à outils, en fait, pour la régulation émotionnelle. Ah, génial. OK. Voilà. Eh ben, top. Merci beaucoup, Nelly, pour ces partages. Et du coup, bah, Patricia, ouais, chercheuse pour les adolescents. Ce que je vous propose, c'est de vous faire expérimenter. Ça nous fait l'occasion d'une petite pause attentionnelle. Vous savez que ça nous tient beaucoup à cœur dans nos interventions Scolavi, donc y compris pour ce webinaire. Je vous invite à vous lever, si c'est OK pour vous. Du coup, et on va expérimenter ensemble l'exercice du spaghetti. Certainement, les sophrologues ici présents connaissent l'exercice du spaghetti qui nous vient. Alors après, peut-être parfois, les sophrologues diront que c'est pas forcément la même source, mais en tout cas, moi, je le connais du programme d'Elyn Snell, Calme et attentif comme une grenouille, qui est donc un programme de présence attentive ou de pleine conscience. Et donc, c'est un exercice dont les élèves raffolent. Donc, l'idée, c'est de passer du spaghetti tout dur au spaghetti tout mou. Puisque quand le spaghetti n'est pas cuit, bah, il est tout dur. Et quand il est cuit, il est tout mou. Donc, on va faire ça debout. Et puis, alors là, on va le faire un petit peu en mode express, mais on peut prendre beaucoup plus de temps en fonction justement du temps dont on dispose. Donc, c'est ça que j'aime bien avec cet exercice. On peut pas mal l'adapter. Donc, je vais vous inviter à vous contracter le corps des pieds à la tête. En prenant bien soin, évidemment, de ne pas vous faire mal. Hein. L'idée, c'est pas de vous coincer quelque chose, mais de prendre le temps tranquillement de contracter tout votre corps, donc des pieds à la tête. En somme, de faire le spaghetti tout dur. Donc, on y va ensemble. On contracte de plus en plus fort.
Et puis quand vraiment on sent des tensions, que ça devient peut-être un chouïa douloureux, eh bien tranquillement, je vais décontracter et faire le spaghetti tout mou. Donc là, je me sens toute molle. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir porter attention sur les sensations que je peux avoir, quelle différence je peux ressentir maintenant que j'ai fait le petit spaghetti tout mou par rapport à quand je faisais le spaghetti tout dur. Et puis à nouveau, on va contracter une deuxième fois tout notre corps pour faire le spaghetti tout dur. On y va. On refait le spaghetti tout dur. Et puis tout doucement, je souffle, je relâche. Et là, j'ai fait le petit spaghetti tout mou. Donc là, je peux être un peu plus relâche au niveau du haut du corps. Au niveau des genoux qui sont un peu plus souples, je relâche les bras le long du corps et je fais le spaghetti tout mou. Et à nouveau, je vais me redresser tout doucement sans me faire mal au dos. Et puis, je vais à nouveau contracter et faire le spaghetti tout dur en inspirant bien fort. Et quand je sens que j'atteins mes limites, je souffle et je fais le spaghetti tout mou. Et je suis tout mou. Et j'observe ce que ça me fait dans mon corps, ce que je ressens. Est-ce qu'il y a des endroits plus tendus que d'autres, plus détendus que d'autres? Est-ce que je sens des sensations particulières quand je fais le spaghetti tout mou? Et puis, je peux tranquillement me redresser, prendre une, deux, trois respirations en fonction de mon besoin, peut-être en profiter pour détendre un peu les épaules. Et puis, juste me demander, tiens, comment je me sens maintenant? Est-ce que je vois une différence entre avant et après? Et puis, tranquillement, me rasseoir. Donc là, on l'a fait avec tout le corps d'un coup, hein, mais on peut le faire vraiment membre par membre. D'abord contracter les jambes, puis contracter les bras, etc., etc. Vous retrouvez d'ailleurs cet exercice, hein, si vous tapez le spaghetti et l'instel, vous retrouvez la petite vidéo que vous pouvez utiliser via la toile. Comment vous l'avez vécu, vous, ce spaghetti? Dites-moi dans le chat, oralement, comment c'était pour vous ce spaghetti? Moi, je reprends encore la parole. C'est assez proche. Enfin, je pratique le yoga Oui. personnellement. Donc, je fais cette petite approche-là par le corps avec les élèves. C'est-à-dire que je suis avec eux. C'est aussi important, ça, de le dire. Je ne suis pas devant à dire faut aussi. Hein, on est au milieu d'eux. Et quand vous posiez la question avant de faire l'exercice du spaghetti, vous disiez le ressenti des enfants. C'est vrai que plus on grandit, moins les enfants, enfin les jeunes sont à l'aise avec leur corps. Peut-être que c'est parce que justement, en amont, depuis la maternelle, on n'a pas assez travaillé ces fameux CPS et le fait de se relâcher. Quand je demande aux enfants là, comment vous vous sentez ce matin, quelles émotions vous traversent, on avance pour en nommer d'autres et qui se mettent dans les espaces, et bien après, il faut une traversée sans les mots, mais qu'avec le corps ou bien que le visage. Et après les deux, et puis après, on va arriver à faire des petits jeux de rôle sur des scénettes. Enfin, c'est ça l'idée. Il y a un peu à côté, dans les CPS, quand je les fais tous les matins, il y a une approche aussi un peu EPS, et puis aussi théâtrale quelque part, mais c'est le méli-mélo, j'ai envie de dire, de tout ça, ça s'y prête bien. Et je fais confiance aux enfants et je tiens à pas leur montrer de modèle. Alors, c'est vrai que les supports qui ont été évoqués, les émotions, les références là, des collègues qui ont dit précédemment, on les connaît, ces outils-là. Mais en fait, sur un temps d'atelier de lecture, ces outils-là, je les mets à disposition des élèves de façon libre pour qu'ils s'approprient. Et j'ose espérer qu'il y ait des choses qui s'aiment. Enfin, on est toujours plein d'enthousiasme, etc. Mais je vois bien que finalement, dans le langage, enfin, c'est un phénomène aussi de société. On est dans les petits textos, les petits messages très courts. On ne travaille pas ça de façon… c'est pas naturel maintenant, le langage, on va à l'essentiel, etc.
Mais voilà ce que je voulais dire. Alors, le spaghetti dans le yoga, on le fait aussi avec l'exercice de l'arbre. Oui, C'est du oui. même, hein, voilà. C'est tout. Je voulais ramener, mais je voulais échanger là-dessus aussi. Merci beaucoup. Merci infiniment, Yvette. D'autres partages autour de ce spaghetti? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que c'est peut-être quelque chose que vous faites déjà? Ou en tout cas, peut-être d'autres activités similaires comme Yvette dans vos classes? Et peut-être pour certains, certaines, hein, c'était désagréable. N'hésitez pas à le partager aussi, parce que pour certains élèves, ça peut être le cas aussi, hein. Et donc ça, c'est important d'accueillir l'expérience, agréable comme désagréable. Et puis pour rebondir sur ce que vous disiez, Yvette, un point qui est hyper, hyper important, hein, c'est de pouvoir participer et de faire avec les élèves, hein. Ça, c'est les élèves, les enfants apprennent par mimétisme. On est, nous, les premiers agents de développement des CPS. Et donc faire avec eux, partager notre propre expérience aussi, en tant qu'exemple ou élément d'inspiration. C'est ça aussi qui va faire la différence dans l'efficacité des activités qu'on mène au développement des CPS avec les élèves. Nelly, intéressant pour montrer les effets du stress au niveau du corps avec les muscles qui se contractent. Oui, tout à fait, oui, hein. Tout à l'heure, il y avait, je crois, une question autour de la gestion du stress. Donc, effectivement, quand on est en situation de stress, on peut avoir tendance à être comme un spaghetti tout dur pour effectivement faire le parallèle. Ouais. Pour Hélène, c'était très agréable et je me sens détendue. Eh bien, super, tant mieux. Merci Hélène. Merci beaucoup. Vous voulez dire quelque chose, Emmanuel? Oui, bien Excuse-moi. sûr, Sonia. Excusez-moi, pardon, je tutoie facilement Non, aussi. non, aucun souci. Moi, j'ai le tutoiement facile. Non, non, pas de souci. Donc, en fait, moi, je suis formée à la méthode Snell. Donc, le Oui, spaghetti, je le faisais en classe. Seulement, il y a plus de la moitié des élèves qui n'aiment pas. Donc, je le fais plus. ok. Parce qu'il y en a, les trois quarts en général trouvent ça désagréable. Et moi-même, c'est pas forcément une sensation agréable. Par contre, pour faire prendre conscience des parties du corps, je trouve que ça peut être bien d'utiliser, mais par exemple, juste sur les poings ou les bras, ou le situer sur qu'une seule partie du corps et pas contracter tout le corps. D'accord. Ouais, ok. Ça, ça permet de prendre conscience de, par exemple, la mâchoire et et les mains, enfin les poings, ça peut permettre de travailler et de dire à ce moment-là, quand vous êtes en colère, est-ce que vous avez l'impression que vous serrez plus facilement les poings, que vous avez la mâchoire serrée, et ça leur fait prendre conscience des ressentis dans le corps, de comment ils se contractent quand ils ressentent une émotion, en fait. Ouais, super. Et après, alors, bah, alors, je suis étonnée de votre retour, mais comme quoi, voilà, ça montre encore que c'est différent d'une classe à l'autre, d'élèves à d'autres. Moi, je sais que dans les classes où j'ai eu la chance de pouvoir le faire, quand je redemandais quel exercice vous voulez faire, très souvent, c'était le spaghetti, justement, qui revenait. Et après, j'ai envie de dire, c'est pas grave si c'est désagréable pour eux. Parce que Mm. justement, le fait que ce soit désagréable, c'est aussi une matière à apprendre. Et que, encore une fois, dans le développement des CPS, il n'y a rien à rater, il n'y a rien à réussir, il y a juste à expérimenter. Et donc, bah, c'était désagréable pour toi. Ouais, je comprends. Eh ben, dis-moi, à quel endroit du corps c'était désagréable pour toi? Quand tu dis désagréable, c'est quelle émotion que tu peux nommer? Qu'est-ce que ta tête, elle te raconte si on est pour les plus grands? Parce qu'on sait que ce qui se passe dans la tête, la conscience, elle vient que à partir de 7, 8 ans, pas avant, hein. Donc pour les plus grands, ben, qu'est-ce que ta tête, elle te raconte quand tu es en train de faire le spaghetti, hein? Donc tout ça, c'est de la matière justement à pouvoir apprendre, mieux se connaître, être plus attentive à soi. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous découragez surtout pas, même si c'est désagréable pour les élèves. J'ai envie de dire, je dirais presque tant mieux, parce que ça amène de la matière et ça montre que justement, ben, on ne ressent pas les mêmes choses d'un élève à l'autre, d'un camarade à l'autre, que pour moi, ça se passe comme ça, mais pour mon camarade, ça se passe différemment. Donc, c'est source aussi de plein d'apprentissages en lien évidemment avec les CPS. Merci en tout cas, Alors, Sonia. Ouais. non, je tiens à apporter une précision quand même parce que de mémoire, maintenant que tu me dis ça, je l'ai fait sur la longueur. C'est-à-dire que j'ai fait la méditation du début jusqu'à la fin qui Mm. durait beaucoup plus longtemps. Et en fait, les longueurs, c'est ça qu'ils aiment pas, les élèves. Ah, Donc ouais. voilà, c'est
Enfin, en plus, je sais je participe complètement de ce de ce qu'ils vont répondre aussi, hein. Et puis, si moi j'y ai moins de cœur à le faire, voilà, ils vont le ressentir. Donc, j'ai peut-être extrapolé, pas en généralisant, mais en disant les trois quarts des élèves, c'est peut-être pas tout à fait c'est ma réalité, mais c'est peut-être pas tout à fait la réalité. Pas de souci. Merci beaucoup, Sonia. Ouais, ouais. Oui, et puis parfois, des textes peuvent être un peu longs et c'est vrai que les élèves, plus ils sont petits, plus les temps de Oui, silence ou l'ennui est compliqué à accueillir pour eux, mais ça aussi, ça s'apprend évidemment. Ouais. Merci beaucoup, Sonia. Catherine voulait intervenir. Oui, bonjour. Je voulais juste faire une petite précision, mais j'ai vu que je crois que c'était passé dans le chat. C'est ce qu'on appelle la méthode Jacobson, effectivement, en yoga. Moi, je conseille, pour l'avoir testé, de faire effectivement des parties du corps et pas forcément le corps en entier. Enfin, tout peut être attesté, hein, évidemment. Mais je trouve ça très sympa parce que ça peut être très rapide. On peut décider de faire juste les bras et les mains Ouais. ou décider de faire les bras et les mains, puis ensuite de faire que les jambes. Voilà, pas forcément tout le corps. Et aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de changer les rythmes, hein, c'est-à-dire contracter très rapidement les bras, les mains, relâcher doucement, ou alors contracter tout doucement, relâcher rapidement, ou les deux rapides ou les deux lents, varier, comme ça peut nous faire varier aussi selon les séances, etc. Et voilà, c'est un petit exercice quand même très rapide qui permet de faire prendre conscience du corps, des parties du corps et de pas mal de choses. Et en général, ouais, les élèves aiment bien parce que c'est assez simple, facile et pas trop engageant. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Catherine. Et n'hésitez pas à partager dans le chat si vous avez quelques liens justement par rapport à ces relaxations de Jacobson que vous utilisez et qui sont vraiment adaptés avec vos élèves. N'hésitez pas à partager dans le chat. Je pense que plusieurs ici seront contents de pouvoir l'avoir dans leur sac à dos de ressources. Patricia, pouvez-vous préciser le type de conscience qui vient vers 7-8 ans? Oui, c'est cette idée que les petits, eh ben, ils sont vraiment particulièrement dans le moment présent. Ils peuvent vraiment être réceptifs par rapport à ce qui se passe dans leur corps et dans leur cœur, mais ce qui se passe dans leur tête, c'est moins accessible, hein. C'est ce qu'on appelle la métacognition, hein. La métacognition, c'est pas avant 8 ans, 7-8 ans. Ouais. C'est-à-dire d'être capable d'avoir conscience de ce que je pense ou d'avoir conscience de mes pensées, d'avoir conscience de ce qui se passe dans ma tête. Ça, c'est pas avant 7-8 ans, sur le développement en tout cas cognitif. Avec plaisir, Patricia. Génial, donc c'est plein de richesses, tout ça. Peut-être aussi sur, je suis passée un petit peu rapidement là sur, je vais revenir ici pour rebalayer un petit peu les différentes compétences. Donc, on a vu qu'il y avait identifier, exprimer, comprendre, réguler et puis utiliser. Donc, nous, on essaye évidemment de pouvoir proposer des outils en lien avec ces différentes compétences émotionnelles. Santé publique France nous rappelle que identifier ses émotions et son stress représente la capacité à percevoir et nommer de façon adéquate ses émotions et son stress, hein. Donc l'aspect de nommer vient aussi dans la compétence de identifier. Mais on peut nommer pour soi-même. On peut nommer simplement en choisissant une carte, une couleur, hein. C'est pas forcément non plus un mot. Beaucoup de recherches ont été faites sur les compétences émotionnelles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça montre que les élèves apprennent plus efficacement, ils se sentent mieux, plus optimistes, sont plus aptes à retrouver leur calme. Je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, ça engendre beaucoup moins de comportements aussi inappropriés. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus, mais en tout cas, il y en a moins. Ça génère moins de violence aussi, de comportements agressifs. Ça amène moins d'impulsivité. Donc voilà, on a vraiment tout à y gagner à pouvoir développer les compétences émotionnelles qui sont vraiment au service du développement des apprentissages et des compétences académiques. Dans la partie identifiée, on se rappelle que Paul Ekman, qui est le chercheur de référence par rapport justement à la question de l'expression faciale des émotions, qui a fait de nombreuses recherches dans de nombreux pays et a démontré que peu importe finalement les cultures ou les pays, eh bien, les émotions se manifestent de la même façon. On pourrait croire que c'est différent, par exemple,
en Asie. Mais en fait, non, c'est vraiment les mêmes microfaciès qui s'activent. Alors effectivement, de manière beaucoup plus subtile et discrète, mais néanmoins, hein, c'est les mêmes microfaciès en fonction des émotions. Et lui, il a repéré que c'était principalement sur 6 émotions, hein, sur lesquelles il a pu le prouver à travers ses recherches: la colère, la peur, le dégoût, la surprise, la joie et la tristesse, hein, qu'en général, on arrive plutôt à avoir en tête sur ces émotions primaires. Donc, sur les outils, on en a un petit peu parlé en introduction tout à l'heure. Le fameux blob tree que vous avez, je crois, vu la dernière fois ou sur des webinaires précédents. Et puis, nous, on a aussi créé la réglette des émotions, hein, en plusieurs versions, dans cette idée de pouvoir accompagner les élèves à nommer justement leur émotion. Donc, soit sur une échelle de 1 à 5, soit avec des smileys, soit avec des petits icônes de météo. Voilà, il y a beaucoup de jeux aussi qui existent. Vous parliez aussi d'ouvrages comme Gaston et ses émotions, et puis bien la couleur des émotions, le monstre des émotions. Bref, s'il y a bien un domaine dans lequel il y a beaucoup, beaucoup d'outils aujourd'hui, j'entendais aussi les cartes Comitis qui sont très chouettes. Et puis nous aussi à Scolavi, hein, on a développé aussi un jeu de cette famille sur les émotions que vous allez pouvoir aussi retrouver évidemment sur le site. Et puis, pour être attentif à ces émotions, ça implique forcément de cultiver l'attention à soi, de cultiver l'attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a évidemment développé des outils en lien avec l'attention, avec notamment ce chemin de l'attention ou le cube de l'attention. Donc là, on retrouve par exemple aussi la marche en pleine conscience. Donc, je ne sais pas si la marche comptée, c'est peut-être un petit peu en lien avec ça. J'ai vu que vous aviez partagé en tout cas la fiche de cette activité, donc merci beaucoup. Donc, la marche en pleine conscience, ça peut être par exemple quand les élèves reviennent de récré, hein, on peut se dire que une fois par jour, ou peut-être certains jours de la semaine, à vous de voir en fonction de ce qui est possible, mais on peut avoir comme consigne de se dire, eh bien, on revient en classe en marche de pleine conscience, c'est-à-dire qu'on revient en silence, en étant vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans mon cœur et dans mon corps, quand je monte les marches, si j'ai des marches à monter. Quand je reviens en classe, en tout cas, je vais y aller lentement, en étant vraiment pleinement à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est aussi une forme d'apprentissage. On l'utilise du coup dans un temps de transition qui, de fait, a lieu plusieurs fois par jour à l'école. Donc ça peut être une manière aussi, hein, de cultiver l'attention à soi, par exemple. Est-ce qu'il y en a d'ailleurs qui ont déjà utilisé le cube de l'attention ou le chemin de l'attention et qui peuvent partager un peu leur expérience avec ces outils-là? Ou pas? Ou pas encore? Donc, en tout cas, le chemin de l'attention, qui est développé aussi en plusieurs versions, il y a vraiment cette idée de pouvoir faire des petites activités assez courtes, hein, qui peuvent aussi être utilisées dans le cadre des fameuses pauses attentionnelles, qui cultivent, hein, l'attention à soi. Oui, Sonia, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste partager, alors je ne sais pas si ça répond, parce que moi, je fais l'expérience du raisin avec les élèves. Donc, c'est Oui, juste le numéro 2. oui, Et en fait, ça leur plaît énormément. Donc, que ce soit du CP jusqu'à la classe de 3e, ça plaît énormément. ouais, génial. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce qu'ils en apprennent de ton expérience? Euh, alors, ce qu'ils en disent, ils parlent de que c'est pas bon. Souvent, ce qui revient, c'est ça. C'est difficile. Ils ont du mal à exprimer en fait que pendant qu'ils sont dans les sens, ils pensent à rien d'autre que à ce qu'ils font. C'est plus moi qui mets des mots dessus, qui pose des questions et de ce fait, ils répondent oui, effectivement, le goût est différent, etc. Mais il faut vraiment, ils sont plus dans le jeu. Oui, bien Par sûr. exemple, quand ils écoutent, donc ils sont plus à. Je prends que les choses spontanées comme ça, en fait. Ouais, Et le génial. recul par rapport à l'exercice, c'est pas encore évident à exprimer. Oui, bien sûr. Et puis ça demande à être vraiment, vraiment accompagné. Et puis après, moi, je l'ai expérimenté pardon, avec les grains de raisin, mais je l'ai aussi expérimenté avec les fraises Tagada.
ou du chocolat blanc. Oui, Et là, chocolat. c'est rigolo parce que souvent, en fait, ils disent: «Ah, mais en fait, c'est pas bon!» Quand vraiment ils prennent le temps de le déguster et de voir les saveurs et en fait, ils réalisent: «Mais non, mais en fait, c'est pas bon du tout». Mais comme on mange les bonbons de manière très automatique et puis vite, 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 sans se poser même la question ou sans savourer vraiment, bah, là, ils se rendent compte que: «Ah mais non, en fait, c'est pas bon» et souvent d'ailleurs, ils veulent plus en manger. Mm. Donc ça peut être intéressant parfois d'utiliser les bonbons, quand c'est possible évidemment avec les élèves, comme alternative aux grains de raisin ou en tout cas faire les 2, hein, c'est intéressant. Oui et bien sûr pour les adultes, manger en pleine conscience, c'est l'occasion de faire des découvertes, bien sûr, ouais. Merci en tout cas Sonia pour ce partage, génial, ouais. Exprimer ses émotions, hein, on en a largement, je crois, parlé depuis, tout à l'heure. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir les exprimer évidemment de manière adaptée. Il y a différents moyens de pouvoir l'exprimer, mais comme on le disait tout à l'heure, c'est important d'avoir déjà du vocabulaire émotionnel. Hein. Donc, nous, on aime bien rappeler qu'il existe, par exemple, cette fameuse roue des émotions de Plutchik, qui est intéressante parce qu'elle associe aussi des couleurs. Et puis, on voit justement aussi différentes intensités liées aux émotions. Donc, on aime bien la rappeler, mais des roues des émotions, vous en trouvez aussi beaucoup sur la toile, des cartes. Voilà, on en a pas mal parlé. Et puis, ben, ce qui est important d'avoir aussi en tête, c'est que les émotions, elles sont utiles, elles sont là pour nous apporter des informations. Donc ça, c'est important. Mais pour les plus grands, vraiment pour les petits, se concentrer sur identifier, exprimer, c'est ça qui va vraiment être le plus adapté aux petits. Et puis, à force de grandir ou en tout cas de développer les compétences d'identifier et d'exprimer, petit à petit, on peut aller vers la compétence de comprendre ses émotions, celles des autres, la régulation et l'utilisation. Donc, elles sont source d'informations, c'est grâce aux émotions qu'on est vivant, c'est grâce aux émotions qu'on se met en mouvement, hein. Le mot émotion vient du latin emobere, se mettre en mouvement. Donc c'est grâce aux émotions si je peux aussi agir, ou au contraire parfois aussi me figer, hein, dans certains cas évidemment. Ça permet de guider nos décisions, hein, de se dire, bah, si à un moment donné je ressens une émotion si forte, si intense, c'est que bah, il y a un besoin qui n'est pas satisfait, j'ai besoin d'amener du changement et de prendre des décisions. Donc là, on est évidemment dans un processus cognitif plus élaboré. Et puis, bah, en fonction des émotions que je vis, ça me permet aussi d'être plus attentif ou de l'être moins, ou de pouvoir mémoriser ou de pouvoir moins mémoriser, évidemment. Chaque émotion aussi que je vis, évidemment, amène une attitude, un comportement qui a sa raison d'être. Hein. Donc ça, c'est aussi important à avoir en tête. Et puis, derrière chaque émotion, il y a des fonctions qui sont différentes. Donc, si je prends l'émotion de joie, elle est associée au besoin de partage. Si je prends l'émotion de la tristesse, c'est vraiment lié à un besoin de réconfort. Sachant que derrière, il y a souvent des déclencheurs assez similaires. Donc, important de se dire que derrière émotion, en tout cas, il y a des besoins qui sont satisfaits ou non, et que, en tout cas, chaque émotion a sa raison d'être, et que c'est pour ça que c'est important de l'écouter. Il y avait dans les partages de chat l'ouvrage Émotion, mode d'emploi de Armella, voilà, je cherchais, et qui est une bande dessinée, effectivement, qui est très bien faite. Et ce que moi, j'avais beaucoup retenu d'Armella, que je trouve très chouette, c'est cette idée que Armella, elle utilise la petite souris pour symboliser et représenter les émotions. Quand une émotion nous traverse, c'est un peu comme si la petite souris, elle vient frapper à la porte. Et que parfois, on a tendance à pas vouloir ouvrir la porte à l'émotion, à la petite souris, surtout quand il s'agit évidemment d'émotions particulièrement désagréables. Le souci, c'est que si j'ouvre pas la porte à la petite souris, elle s'en va, mais bien sûr, la petite souris, elle est persévérante et elle va revenir. Et quand elle va revenir, elle va frapper, mais encore plus fort. Et si à nouveau, je ne veux pas lui ouvrir la porte, elle repart, elle revient et elle frappe de plus en plus fort, jusqu'à évidemment avoir des effets qui sont délétères pour notre santé mentale, physique. Donc, plus je suis à même d'accueillir l'émotion quand elle se présente, moins intense elle sera plus tard, et plus je serai à même aussi de la réguler.
Donc, de faire comprendre aux enfants que les émotions ont un sens, une fonction, que derrière chaque émotion, il y a un besoin, ben ça, c'est évidemment un apprentissage aussi précieux qu'on peut leur apporter. Mais on est bien d'accord que ça ne s'apprend pas en quelques minutes ou quelques heures et que c'est un apprentissage, évidemment, au long cours. Et puis, sur comprendre les émotions, ça, c'est pour les ados. Il y a pas mal de personnes aussi dans le chat. Là, je voyais qu'ils demandaient un peu des ressources plutôt pour les ados. Je ne sais pas si vous connaissez cette série de vidéos qui s'appelle Tout le monde s'en fout. Et il y en a une sur les émotions. Elles sont très courtes. En plus, elles durent 5 minutes à peine. Il y en a une d'ailleurs aussi sur la colère et la peur, je crois. Il y en a une aussi d'ailleurs sur les besoins. Elles sont très bien faites. Les ados, en général, en raffolent. Donc, je vous invite vraiment à les utiliser aussi pour justement amener à quoi servent, hein, quel est le rôle des émotions notamment. Et puis réguler, hein, on en a un petit peu aussi parlé. Évidemment, l'important, c'est de pouvoir réguler ses émotions agréables comme désagréables, parce que même les émotions agréables ont besoin d'être régulées par moments. Je pense notamment à des enfants ou même des adultes qui peuvent avoir beaucoup d'excitation ou un enthousiasme débordant et qui parfois peut aussi freiner l'apprentissage. Donc les émotions agréables, c'est important aussi de pouvoir dans certains contextes, à certains moments, les réguler au même titre que les émotions désagréables. Alors, on ne va pas forcément utiliser les mêmes outils, bien sûr, mais c'est important en tout cas à réguler. Donc, pour ça, eh bien, il y a pas mal d'outils qui sont importants, d'autant que si ce n'est pas régulé, hein, comme nous le rappelle Rebecca Shankland, eh bien, les émotions désagréables, elles vont réduire notre champ attentionnel et vont être un frein à l'apprentissage, mais aussi aux relations, et vont donc impacter notre bien-être. Et si je me sens dans un niveau de bien-être qui est affecté, bien sûr, ça va aussi avoir des effets sur mon engagement dans mes apprentissages et ma réussite scolaire. Donc, on a vraiment intérêt à pouvoir apprendre aux élèves, hein, à réguler ces fameuses émotions désagréables. Donc, il y a certains outils que vous avez déjà nommés tout à l'heure. Pause, observe, agis, hein, qui fait partie des outils de régulation. Et puis, il y en a d'autres. Il y a aussi l'outil de reconnexion à soi. Vous avez aussi tous les outils de cohérence cardiaque. Et je pensais notamment, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, vous partagez des ouvrages tout à l'heure. Moi, j'aime bien partager l'ouvrage qui s'appelle Cohérence Kid, pardon, j'essaie de me souvenir du titre, Cohérence Kid de David O'Hare, qui est un ouvrage basé sur la cohérence cardiaque. David O'Hare, c'est vraiment un référent en cohérence cardiaque. Et il a fait un ouvrage dédié aux enfants. Et lui, il a appelé ça les respiroutines. J'aime beaucoup le nom de respiroutine. Et l'idée, c'est de faire des exercices de respiration qui sont basés sur le principe de la cohérence cardiaque. Et chaque respiroutine commence avec une petite histoire. On sait que les enfants adorent qu'on leur raconte des histoires. Donc, pour amener l'exercice de respiration à la respiroutine, il utilise des petites histoires. Et puis ensuite, il y a un petit exercice de respiration qui est fait. Et ce que j'aime bien dans cet ouvrage qui est bien fait, c'est que c'est un ouvrage qui est dédié pour des activités à partir de 2 ans et jusqu'à 11 ans. Et puis, il y a une intention derrière chaque respiroutine, soit une intention d'amener du recentrage pour les enfants, soit de la détente ou de la remise en énergie. Donc, en fonction du besoin des élèves ou du besoin de la classe, je trouve ça intéressant. Puis, il y a un petit tableau récap à la fin qui dit justement, en fonction de l'âge, en fonction du besoin et de l'intention qu'on veut donner à la respiroutine, il y a des petits éléments, des petits items pour retrouver facilement la respiroutine dans l'ouvrage. Donc, voilà, je trouve que c'est un chouette outil, ça s'appelle Cohérence Kid. Voilà. Je vois que l'heure tourne, ça passe vraiment très vite. Quand on est bien et qu'on est dans le partage, ça passe toujours très vite. Avez-vous peut-être des questions, des réactions par rapport à ce qu'on vient de partager avant qu'on clôture tranquillement ce webinaire? Sur tout ce qu'on vient de voir là en lien avec les compétences émotionnelles. Eh bien, encore moi, je suis rassurée parce que j'étais dans la joie. Vous avez dit que c'était le partage. J'espère ne pas avoir pris trop de place. Et j'avais une remarque qui m'est venue là au fil
de la conversation, c'est que j'avais quand même une classe que j'appelle des bobolas. Et je viens de prendre conscience que depuis le retour de janvier, eh bien, ils en sont plus à ça. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, merci. Prise de conscience avec le recul, en écoutant les unes ou les autres. Et merci. Bah, génial. Alors, j'attends peut-être les outils de régulation, parfois pour mon enthousiasme débordant. Comment? Non, mais vous disiez qu'il faut aussi réguler dans ceux qui sont en excès. Parfois, ça peut peut-être être, je me sens un petit peu concernée parce que je suis toujours très enthousiaste des choses qui vont, voilà. J'ai peut-être besoin d'outils parfois que vous pourriez me conseiller. Alors, il y en a pas mal qui ont déjà été partagés au cours de ce webinaire. Donc, il y a cet outil pause observagie, Pause, il y a ouais. tous les outils plutôt liés à la respiration, liés à la relaxation. Donc, on Oui, parlait oui. tout à l'heure de la relaxation de Jacobson, toutes les activités aussi de pleine conscience, tout ce qui est en lien avec la respiration peut évidemment, sont des outils en tout cas propres à la régulation émotionnelle. Et puis après, il y en a d'autres, hein, comme pouvoir aussi se ressourcer et vivre Oui, des émotions agréables, comme danser, comme rire, hein. Il y avait le yoga du rire qui avait été cité tout à l'heure, oui, oui. comme faire une activité sportive, une activité physique, et bien d'autres encore. Non, mais merci beaucoup. Avec plaisir. D'autres partages ou d'autres questions brûlantes? Alors, j'ai pas tout lu ce qu'il y avait dans le chat. Je ne sais pas si Anna, il y a des points qui mériteraient mon attention, ou en tout cas des points sur lesquels il serait important de revenir avant qu'on termine. Il y a juste une demande pour des outils spécifiques sur la gestion du stress. D'accord, ok. Alors là, pour répondre comme ça, si rapidement, ça va être difficile. Oui, bien sûr qu'il y a beaucoup d'outils par rapport à la gestion du stress. C'est pour des élèves de quel âge? Pour des collégiens. Ok, ouais. Alors, petite parenthèse, parce que du coup, j'y pense maintenant, mais vous savez que sur la plateforme de Scholavie, il y a plusieurs parcours de formation qui sont aujourd'hui disponibles, que depuis peu, Anna, sauf si je me trompe, hein, n'hésite pas à me corriger, mais donc depuis peu, on a le parcours aussi sur les compétences émotionnelles. Donc, par rapport à ce qu'on vient de voir ce soir, bah, n'hésitez pas à vous replonger dans ce parcours-là. Évidemment, on n'a pas pu tout aborder ensemble, donc si vous voulez aller un petit peu plus loin, prendre le temps à votre rythme, voilà, vous avez accès à ce parcours sur les compétences émotionnelles. Et puis, voilà, et donc sur la gestion du stress, donc ça c'est plutôt sur les compétences sociales, en tout cas telles que le référentiel de Santé publique France l'aborde. Est-ce que je dis, je crois, non, je dis une bêtise, non, c'est sur les compétences émotionnelles. Alors je me souviens pas si, est-ce qu'on aborde gestion du stress dans le module de formation, Anna? Excuse-moi, j'ai un trou. Oui, Euh, oui. Il y a un module par compétences générales, dont une ok. sur le stress. Donc, du coup, vous devriez retrouver des outils liés à la gestion du stress, évidemment, dans ce parcours. Ce à quoi je pense là, maintenant, quand on parle de gestion du stress, évidemment, le stress, bah, évidemment, c'est lié aux émotions sans grande surprise. Donc, c'est déjà pouvoir apprendre à repérer les déclencheurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui va déclencher les situations de stress. Donc, il y a quand même tout un travail en amont de prise de conscience de quelles sont les situations dans lesquelles je ressens fréquemment et de manière intense le stress. Comment ce stress-là, il s'exprime dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Et ensuite, comment est-ce que je le régule? Donc, c'est pour ça que c'est en lien avec les compétences émotionnelles, parce que le stress est quelque part fait de plusieurs émotions. Donc, souvent, l'enjeu, c'est d'arriver à reconnaître le stress, ça c'est un, et deux, à pouvoir le réguler. Donc, c'est là où les outils de régulation sont aussi utiles par rapport à la gestion du stress.
Voilà. Je suis désolée, je ne peux pas beaucoup vous en dire plus parce que le temps file, mais encore une fois, vous devriez avoir des retours par rapport à ça. Et puis, si jamais il y a une demande un peu plus globale, pourquoi pas, on pourrait faire un webinaire dédié justement à cette compétence plus spécifique de la gestion du stress. Avant qu'on se quitte, vous connaissez le petit rituel qu'on aime bien évidemment partager à Scolavi, c'est de pouvoir partager quel va être votre prochain petit pas et avec quoi vous repartez évidemment suite à nos échanges ensemble. Emmanuel, juste avant Oui, d'aborder cette dernière partie, il y avait une question sur la ressource officielle, la référence officielle par rapport alors, j'ai une question en même temps, sur le fait que les programmes vont être étendus avec la discipline CPS. ah oui, alors c'est dans le cadre d'un colloque qui a eu lieu la semaine dernière. Est-ce que ça a fait l'objet, mais toi Anna, tu es peut-être plus au courant que moi, est-ce que ça a fait l'objet d'une communication officielle jusque-là? Je suis pas sûre encore. Non, je crois pas qu'il y ait de communication officielle. Enfin, Voilà. j'ai pas Bon, pas vérifié. encore, mais c'est dans les tuyaux, je pense. Ouais, normalement, je sais pas quand par contre, mais il y a Ouais. rien. En tout cas, ce dont vous pouvez être sûr, c'est que dès qu'il y aura une information officielle par rapport à cette nouvelle précieuse et enthousiasmante, vous pouvez être sûr que ce sera relayé sur les réseaux sociaux de Scolavi. Donc voilà, restez bien en veille, en alerte, mais dès qu'on a l'info, évidemment, on vous la partage. Donc voilà, je vous invite là, avant de quitter, à pouvoir, comme d'habitude, ça nous est vraiment précieux pour nous, avec quoi vous repartez et surtout quel va être votre prochain petit pas suite à ce webinaire partagé ensemble. Oui, c'est toujours difficile de choisir quand il y a, c'est vrai qu'on avait beaucoup de choses. Mais s'il y avait une chose, la plus simple, où vous dites, ouais, ça demain, j'essaye. Ça me donne envie, ça me semble accessible, simple, faisable. Allez, je l'essaye demain avec mes élèves en classe. Spaghetti, ok. Les respiroutines, ouais, en début de conseil de maître pour mes collègues. Le petit bac des émotions. Besoin d'expérientiel. Quoi d'autre? Petit pas classeur Scolavi, un parcours à la fois. Génial. Le cube de l'attention. Ouais, super. La roue des émotions. Top. Ok. Bon, en tout cas, je vois que vous repartez les unes et les autres. Je ne sais pas si on avait des hommes avec nous, mais ou les uns et les autres, avec des ressources qui vous donnent envie de faire un prochain petit pas. Donc, ça, pour nous, en tout cas, c'est le plus précieux. Donc, tant mieux. Le bonbon pour l'attention. Ouais. Les respiroutines. Alors, sur le diaporama, Christine, non, on ne partage pas. Par contre, encore une fois, sur les parcours d'auto-formation, tout ce qui est là, vous le retrouvez sur les parcours en ligne. Et tous les outils et les ressources qu'on la vit, pareil, hein, sont sur le site internet et sur votre plateforme d'apprenant. Donc, moi, j'ai envie de finir avec un message de gratitude. Gratitude à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous d'avoir été présent pour ce webinaire. Voilà, malgré la journée qui était derrière vous. Je voulais aussi vous inviter vraiment du fond du cœur à être fiers de vous, à vous remercier vous-même d'avoir pris ce temps, voilà, pour travailler vos propres CPS, pour œuvrer pour développer aussi les compétences psychosociales des élèves, des jeunes que vous accompagnez. C'est important de célébrer aussi voilà, nos actions. Donc vraiment, voilà, remerciez-vous. Et puis moi, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite de tout cœur de belles découvertes, de belles expérimentations et au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire. Si ce n'est pas moi, ce sera une de mes collègues. Et il y a Sophie qui voulait dire un petit mot. Oui, Sophie, par contre, votre micro est fermé. Mais je vois que vous êtes en voiture. Mais sinon, c'est peut-être juste un coucou. Non, non, pardon, merci beaucoup de me donner la parole, Emmanuel. En fait, ma question concernait le diaporama support de ce webinaire, mais vous venez d'y répondre. D'accord. Et donc voilà, et moi, je ne sais pas quoi dire, avec quoi je repars, parce que j'ai fait une pleine fiche de notes dans mon iPhone, et je ne sais pas du tout
ce que je vais expérimenter en premier. C'était très, très riche et j'ai beaucoup de gratitude pour cet événement. Et merci pour la bonne nouvelle partagée. Avec plaisir. Merci à vous, Sophie. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Prenez le plus possible, le mieux possible, en tout cas, soin de vous. Et puis, à bientôt. Et merci d'être ambassadeur, ambassadrice du développement des CPS. On est ravis que cette communauté grandisse de jour en jour. Voilà, on a besoin d'être nombreux pour y œuvrer. Donc, bravo à vous et merci. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.